Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais installer un chauffage électrique Ultrahit à l'intérieur de mon chauffage gaz. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Eh bien tout simplement parce que ça fait suite à une petite mésaventure que j'avais eue en allant au Caravane-Neige. J'avais été il y a 2 ans à un Caravane-Neige à Chastrex-Sancy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en haut d'une montagne, il n'y a pas un arbre. Donc autant vous dire que lorsque ça souffle, ça souffle. Et comme je vous disais, il m'est arrivé une mésaventure, c'est que ça soufflait tellement qu'on a passé une nuit gelée. Pourquoi? Parce que ça soufflait, ça éteignait la flamme du chauffage gaz Truma. Et lorsqu'elle se rallumait, des fois ça pouvait mettre un petit peu de temps et là du gaz s'était accumulé et ça faisait une bonne petite détonation. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, arrivé un moment, on a pris le choix malheureusement de devoir couper le chauffage et on a passé une nuit très très froide. Donc je m'étais dit que ça valait le coup d'installer un chauffage électrique, ça aurait été bien. Alors beaucoup de personnes le font déjà, les gens installent souvent des petits chauffages électriques qu'on peut acheter dans grande surface, des trucs comme ça. Et j'étais pas trop fan de ça, pourquoi? Tout simplement parce que ça prend de la place. Des fois on part, on est quand même déjà assez nombreux, on se marche dessus, en plus avec les combis de ski et tout. Je voulais pas d'un truc qui prenne encore plus de place à l'intérieur de l'habitacle. C'est pour ça que j'avais repéré ça, le Truma Ultrahit. Ça vient s'insérer à l'intérieur du chauffage gaz de chez Truma. Et ça représente plusieurs avantages. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça fait 2 ans? Tout simplement parce que ça s'est vendu quand même 400 euros. Donc c'est pas donné, enfin aux alentours de 400 euros. Petit aparté au passage, cette vidéo ne fait absolument pas suite à un partenariat. Pour ceux qui tout de suite les vidéos, c'est partenariat, j'aime pas, machin. Je vous rassure, ça je l'ai acheté sur le Bon Coin en occasion. Vous pouvez voir, ça a déjà servi. Il y a un petit peu de rouille à l'extérieur, derrière. Je l'ai acheté en occasion à réparer. Je l'ai acheté, ça m'est revenu à 50, 60 euros. À réparer ou pour pièces. Je vous fais un petit spoil, la prochaine vidéo ce sera la réparation du Truma Ultrahit parce qu'en fait c'est souvent les mêmes pannes qui reviennent. J'ai pris le risque, j'ai failli me prendre une douille. Bah oui, bien souvent quand on voit un truc à réparer et puis qu'on dit bah moi je sais pas ce qu'il a, j'en connais pas plus que ça, c'est que ça cache un loup, il y a une chance sur deux de se faire avoir. Comme je le disais, chauffage électrique lorsqu'on est branché au 220 volts. Ça va vous paraître idiot comme remarque, mais sachez que sur les réseaux sociaux, j'ai déjà vu des gens demander comment être autonome et avoir un chauffage électrique. Les deux trucs, ce sont des antithèses, autonomie et grille-pain à côté. Voilà, donc je le précise, c'est un chauffage électrique pour quand on est branché sur le 220 volts à l'extérieur. Voilà. Alors il faut savoir aussi, petite précision sur ce fameux chauffage Ultrahit 220 volts. Pour le commander, vous avez une commande déportée qui sera installée à l'intérieur de l'habitacle du camping-car. Vous retrouverez dessus une sélection de 3 puissances différentes. Vous pouvez aller de 500 watts, 1000 watts ou 2000 watts et vous avez un thermostat. Pourquoi une sélection de 3 puissances différentes? Tout simplement parce que si vous êtes branché sur une borne de 6 ampères, il faudra prendre le minimum. Si vous êtes sur une borne de 10, vous pourrez monter un petit peu plus. Et si vous êtes sur une borne qui pourrait délivrer 16 ampères, c'est assez rare, vous pouvez mettre à 2000 watts et voilà, pas de souci. Autre chose aussi sur le fonctionnement du chauffage Truma Ultrahit, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez l'utiliser en plus du chauffage gaz. Vous pouvez utiliser les deux en même temps pour avoir une puissance de chauffage supplémentaire. Si jamais il fait vraiment froid, il n'y a pas de souci, vous mettez les deux en route et ça va fonctionner. Donc ça, c'est très bien. C'était vraiment une petite chose à souligner avant de passer à la vidéo d'installation qui va arriver tout de suite. Et je vous souhaite un bon visionnage. Maintenant, pour démonter le chauffage, il va falloir enlever cette vis-là. Attention aux capillaires, surtout cette vis-là et les vis qui sont derrière. Pour ça, tac, on tire légèrement sur le boîtier, on le déconnecte, et je pourrai enlever les vis-là. Ensuite, il faut dévisser ici pour pouvoir débloquer la cheminée du chauffage. Là, j'ai commencé à dévisser les vis, mais le chauffage tient encore. Là, ce que je vais faire, c'est enlever la partie en dessous pour pouvoir débloquer le raccord de gaz, le débrancher.
Concernant la cheminée, il suffit de dévisser là la vis et puis après on débloque le raccord de la cheminée comme ça, voilà. Et là, le raccord de la cheminée va pouvoir venir assez facilement. Alors il est conseillé de changer le joint rouge quand même. Faut vérifier l'état. Si vous souhaitez pas le changer, vérifiez au minimum l'état du joint rouge. Alors là, une bonne surprise pour moi, là j'ai mis le gabarit de découpe en place. Vous voyez, il faut faire un trou là, un trou là, un là, un là. Et découper cette partie-là, eh bien pour le boîtier qui vienne s'encastrer à l'intérieur. Et là, la bonne surprise en fait, eh bien c'est que mon chauffage est pré-percé. J'ai déjà les trous qui sont faits. Et la petite ouverture est déjà faite, donc j'ai même pas besoin d'enlever tout l'entourage en ferraille pour pouvoir le découper. Ça c'est pas mal, c'est une bonne surprise. Bon voilà la plaque enlevée, une bonne surprise peut cacher une mauvaise surprise en fait. Eh bien c'est ce fameux tuyau qui est juste là qui risque de me poser problème. Faut que je voie si c'est assez long, si ça touche au boîtier ou pas lorsque je vais l'installer. Bon, après réflexion, en fait, pas trop le choix d'enlever toute cette partie-là, là, tout le tour en ferraille. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Ultrahit vient se visser de par derrière. Donc pas le choix de tout enlever, un choix à faire, est-ce que j'enlève tout le groupe de ventilation ou pas? Moi personnellement je vais me contenter eh bien, de démancher les gaines de ventilation comme ça et de sortir vraiment tout le bloc en entier parce que niveau raccordement il n'y a quasiment rien à débrancher. Donc pour enlever tout le bloc, eh bien c'est pas bien compliqué, il suffit d'enlever les vis qu'il y a là et tout le bloc va venir. J'ai enlevé le raccord de la cheminée, je vais changer le joint parce qu'en fait il était naze. Donc je vais le changer vu que j'en ai un autre, il a pas l'air d'être mal l'autre. Et on se retrouve juste après. Et voilà le Ultrahit installé à l'intérieur du déflecteur en ferraille. Alors pour l'installer, j'ai utilisé bien des vis autoforeuses car bien évidemment je n'avais pas une seule vis. Donc voici le trou à gaz remis en place. Là, il est remis en place à blanc. J'ai remis la cheminée d'évacuation des gaz brûlés. Je me suis mis sur les marques, les trous d'origine des vis. Et une chose à vérifier, eh bien, c'est que les doigts passent bien entre le trou à gaz et le Ultrahit. Donc là, je peux passer les doigts. Il n'y a pas de souci, il y a assez d'espace. Là, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, serrer le trou à gaz, serrer la cheminée d'évacuation des gaz brûlés, remettre l'allumeur électronique piézoélectrique et surtout remettre la conduite de gaz et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Alors concernant l'évacuation des gaz, veuillez bien prêter attention à l'emplacement de la vis. Je l'avais vissé une première fois là, en fait c'était dur comme si c'était complètement vissé, sauf que j'étais pas bien plaqué. Pourquoi? Parce que ma vis venait taper contre celle-là. Donc veillez bien à faire attention, vous mettre en dessous et faire en sorte que ce soit plaqué uniformément partout. Donc voilà, le chauffage gaz est complètement monté. Je viens de mettre mon petit détecteur de fuite de gaz pour vérifier au niveau de mon raccord. J'ai ouvert les bouteilles de gaz, j'ouvre ma vanne de gaz et je vais allumer le chauffage. Il va falloir un certain temps pour que ça se purge, bien évidemment. Hein. Le circuit va être rempli d'air en bout. Là, ça y est, ça arrive. Et voilà. Là, le chauffage est démarré. Et maintenant, on peut vérifier s'il n'y a pas une fuite de gaz. De par l'autre côté. C'est pas facile quand on tient une caméra en même temps. Donc voilà, là on peut voir vraiment aucune fuite de gaz. C'est pour ça franchement ce petit détecteur de gaz là j'aime bien parce que comme je suis pas fan avec le gaz, au moins dès que j'y tripote, je peux vérifier qu'il n'y a aucune fuite. Maintenant qu'est-ce qui va me rester? Eh bien tout simplement à passer le système électrique du Truma Ultrahit pour le raccorder sur le camping-car. Installer bien le thermostat. Je pense que je vais le mettre de ce côté-là. Là je vais le mettre par là, j'espère que ça ira. Et il me reste à refermer en dessous, remettre la façade et ça devrait être bon. Et nous voici dans la soute. Là j'étais parti pour voir comment raccorder le Ultrahit sur mon circuit 220 volts du camping-car. Et comme je le pressentais assez mal, mauvaise surprise, deux mauvaises surprises, c'est quoi? Premièrement, ça c'est l'arrivée 220 depuis la prise du camping-car. On est en dessous du différentiel. Donc ça déjà, ça m'embête, c'est pas top. Je préfère suivre la norme et alimenter par le dessus. Et deuxième chose qui me plaît pas du tout, c'est que regardez les bornes, j'ai déjà 3 câbles sur chacune des bornes. Normalement c'est 2 maximum. Donc nous revoici après réflexion, je garde ce disjoncteur là. J'ai remis l'alimentation du camping-car
en tête du disjoncteur, hein, je préfère quand même. Et en sortie du disjoncteur, je ressors avec 2 neutres et 2 phases. Un jeu de phase neutre va me servir à alimenter directement le ultra-hit, comme ça on limite le nombre de connexions. Et l'autre jeu de phase neutre, ça va aller dans une boîte de dérivation, et là, via des dominos, eh bien, je vais réalimenter tout ce qui était avant alimenté dans le camping-car, c'est-à-dire les prises et le frigo. Car lorsqu'on calcule, hein, le frigo, la résistance fait 130 watts, je crois, de mémoire, ça fait 1 demi-ampère. Et niveau prise, je m'en sers très peu, donc ça suffira largement. Sachant que là, on a une protection de 10 ampères et j'ai vérifié les câbles d'alimentation, c'est du 2.5, c'est du 2.5 partout dans le camping-car, donc il n'y a vraiment pas de souci de surchauffe. Et il ne reste plus que maintenant à fixer le thermostat. Je fais mon petit gabarit sur du scotch de peintre. Je vérifie bien qu'il n'y ait rien derrière, ce serait dommage de percer la cloison et de tomber dans un équipement. Je commence à percer d'un côté. Une fois que mon forêt central traverse de l'autre côté, eh bien je perce de par l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas abîmer le plaquage, si jamais ma scie cloche, si jamais j'arrive et puis que j'appuie un petit peu, car la scie cloche n'est pas toute neuve quand même. Voilà le trou réalisé, on est bavure, on fait ça tout propre, hein. Et voilà le thermostat de montée. Je mets le cache. Et voilà le raccordement à l'arrière, tout propre. Et nous revoici pour cette dernière partie de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, l'installation n'est pas bien compliquée, il suffit de prendre son temps, y aller pas à pas. Et il n'y a pas de souci, bien sûr, lorsqu'on intervient sur le gaz, eh bien c'est bouteilles de gaz fermées. Et lorsqu'on intervient sur le 220, c'est sans être branché au réseau électrique. Cela va sans dire, mais on ne sait jamais, je préfère le dire. Pour ma part, il m'a fallu à peu près une après-midi eh bien pour poser le ultra-hit en lui-même. Et la matinée, là ce matin, eh bien j'ai fini le câblage, il me restait à passer le câble 220 volts et installer le thermostat. J'aurais pu tout faire à mon avis en une après-midi sans problème. Le seul souci, ça a été ce fameux tuyau d'évacuation du lavabo de la salle d'eau qui passait en plein milieu. Il m'a fallu modifier un petit peu mes évacuations pour pouvoir pallier à ce problème-là. D'un côté, c'est pas plus mal. J'avais une douche qui coulait un petit peu mal. J'ai pu voir que le tuyau était passé, ça faisait un col de cygne et tout. Enfin, le truc idéal pour retenir de la merde à l'intérieur. Donc j'en ai profité pour repasser tout ça correctement et bien évidemment ça m'a bouffé du temps. Sinon je suis sûr qu'en une après-midi, si on est un peu bricoleur, ça peut se faire sans problème. Hier soir j'en ai profité, je l'ai testé un petit peu, hein. J'étais dans le camping-car, j'avais pas tout à fait fini, mais bon je voulais être sûr que tout soit bon avant de tout remonter. J'ai pu m'apercevoir que oui ça chauffe quand même pas mal, hein. De toute façon déjà l'ancienne résistance je l'avais testé dans mon salon. Et ouais, quand on la met sur 2000 watts, ça chauffe bien. Malheureusement, les températures actuelles font que je pourrais pas donner de retour, d'avis. Est-ce que ça chauffe vraiment bien? Est-ce que ça suffit pour un camping-car ou pas? Je pense que oui, hein, 2000 watts de puissance de chauffage, c'est déjà pas mal. Mais par 10 degrés de température extérieure, on peut pas vraiment se prononcer. Donc, faudra que j'attende un petit peu, faire des sorties à des moments où il fera froid. Hein. 10 degrés en hiver, c'est déjà... Ça va être compliqué. D'un côté, on va pas se plaindre, ça nous fait payer un petit peu moins cher de chauffage chez nous, mais bon, c'est pas très normal comme température. Si jamais vous êtes intéressé et que vous avez du temps, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est comme moi, vous faites des alertes sur le bon coin avec Truma, avec Ultra Heat. Moi, c'est plus Truma qui a fonctionné parce que les gens, l'orthographe maintenant, ça fait 2, hein, plus personne ne sait écrire, c'est malheureux, mais voilà. Et vous activez une notification lorsqu'il y a des nouveaux résultats et vous verrez, je vous dis, des fois il y en a, ça vaut le coup. Moi avec le coût des réparations, il m'est revenu plus cher qu'un autre que j'ai pu voir qui était à 150 €. Donc des fois ça vaut quand même pas mal le coup. Et même surveiller les chauffages en eux-mêmes, il y a beaucoup de gens qui vendent le chauffage gaz et des fois il y a cette fameuse option Ultra Heat avec. J'avais déjà contacté une personne qui était prête, pareil, à me le faire à 150 €. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille vraiment le circuit de l'occasion parce qu'en neuf, franchement, ça fait vraiment très cher, 400 balles pour un bout de résistance, une platine électronique et un thermostat. Voilà, c'est un petit peu abusé. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous donne rendez-vous dimanche dans 2 semaines à 18 h pour une autre vidéo.